Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Madame Bovary. On est quasiment à un quart du roman, ce qui semble à la fois peu et énorme, je trouve. J'ai eu l'impression que la dernière fois, on commençait à entrer vraiment dans le cœur du récit et dans le cœur également des émotions de Emma. Ça commençait à se dessiner et j'ai juste trop hâte de découvrir ce qui nous attend pour la suite. Je l'ai certes déjà lu, mais ça commence à bien remonter et j'avoue que je ne me rappelais pas du tout de toute cette sensibilité, de toute cette palette d'émotions qui est rendue. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir la suite avec vous. Je vous remercie encore d'ailleurs de me laisser des petits commentaires à chaque fois sous les lectures. Je les lis et vraiment ça me fait chaud au cœur. On y va, on continue ? Alors, on en est au chapitre 9. Pour vous resituer, on avait accompagné Emma et Charles à une soirée, à un bal en fait, un grand bal noble, enfin en tout cas grand pour Emma et Charles, et Emma avait été profondément marquée par ce qu'elle a vécu pendant cette soirée, par ce sentiment de liberté, de vie qu'elle a ressenti très fort, et ça lui a fait encore plus mal au cœur de retourner à son quotidien dans son train-train habituel. Donc là, on va suivre la suite de sa vie. Chapitre 9. Souvent, lorsque Charles était sorti, elle allait prendre dans l'armoire, entre les plis du linge où elle l'avait laissé, le porte-cigare en soie verte. Elle le regardait, l'ouvrait, et même elle flairait l'odeur de sa doublure, mêlée de verveine et de tabac. À qui appartenait-il ? Au vicomte. C'était peut-être un cadeau de sa maîtresse. On avait brodé cela sur quelques métiers de palissandre, meubles mignons que l'on cachait à tous les yeux, qui avaient occupé bien des heures et où s'étaient penchées les boucles molles de la travailleuse pensive. Un souffle d'amour avait passé parmi les mailles du canevas. Chaque coup d'aiguille avait fixé là une espérance ou un souvenir, et tous ces fils de soie entrelacés n'étaient que la continuité de la même passion silencieuse. Et puis le vicomte, un matin, l'avait emportée avec lui. De quoi avait-on parlé lorsqu'il restait sur les cheminées à large chambranle, entre les vases de fleurs et les pendules Pompadour ? Elle était à Tostes, lui il était à Paris maintenant. Là-bas. Comment était-ce Paris ? Quel nom démesuré. Elle se le répétait à demi-voix pour se faire plaisir. Il sonnait à ses oreilles comme un bourdon de cathédrale. Il flamboyait à ses yeux jusque sur l'étiquette de ses pots de pommade. La nuit, quand les marieurs dans leurs charrettes passaient sous ses fenêtres en chantant la Marjolaine, elle s'éveillait, et écoutant le bruit des roues ferrées, qui, à la sortie du pays, s'amortissaient vite sur la terre, « Ils y seront demain !» se disait-elle. Et elle les suivait dans sa pensée, montant et descendant les côtes, traversant les villages, filant sur la grande route à la clarté des étoiles. Au bout d'une distance indéterminée, il se trouvait toujours une place confuse où expirait son rêve. Elle s'acheta un plan de Paris, et du bout de son doigt, sur la carte, elle faisait des courses dans la capitale. Elle remontait les boulevards, s'arrêtant à chaque angle, entre les lignes des rues, devant les carrés blancs qui figurent les maisons. Les yeux fatigués, à la fin, elle fermait ses paupières, et elle voyait dans les ténèbres se tordre au vent des becs de gaz, avec des marchepieds de calèches qui se déployaient à grand fracas devant le péristyle des théâtres. Elle s'abonna à la Corbeille, journal des femmes, et au Sylphe des salons. Elle dévorait sans en rien passer tous les comptes rendus de premières représentations de courses et de soirées, s'intéressait au début d'une chanteuse, à l'ouverture d'un magasin. Elle savait les modes nouvelles, l'adresse des bons tailleurs, les jours de bois ou d'opéra. Elle étudia dans Eugène Sue des descriptions d'ameublement. Elle lut Balzac et George Sand, y cherchant des assouvissements imaginaires pour ses convoitises personnelles. À table même, elle apportait son livre, et elle tournait les feuillets pendant que Charles mangeait en lui parlant. Le souvenir du vicomte revenait toujours dans ses lectures. Entre lui et les personnages inventés, elle établissait des rapprochements. Mais le cercle dont il était le centre peu à peu s'élargit autour de lui, et cette auréole qu'il avait, s'écartant de sa figure, s'étala plus au loin pour illuminer d'autres rêves. Paris, plus vague que l'océan, miroitait donc aux yeux d'Emma dans une atmosphère vermeille. La vie nombreuse qui s'agitait en ce tumulte y était cependant divisée par parties, classée en tableaux distincts. Emma n'en apercevait que 2 ou 3 qui lui cachaient tous les autres et représentaient à eux seuls l'humanité complète. Le monde des ambassadeurs marchait sur des parquets luisants, dans des salons lambrissés de miroirs, autour de tables ovales couvertes d'un tapis de velours à crépines d'or. Il y avait là des robes à queue, de grands mystères, des angoisses dissimulées sous des sourires. Venait ensuite la société des duchesses. On y était pâle, on se levait à 4 heures. Les femmes, pauvres anges, portaient du point d'Angleterre au bas de leurs jupons. Et les hommes, capacités méconnues sous des dehors futiles, crevaient leurs chevaux par partie de plaisir, allaient passer à Bade la saison d'été, et, vers la quarantaine enfin, épousaient des héritières.
Dans les cabinets de restaurants où l'on soupe après minuit, riait à la clarté des bougies la foule bigarrée des gens de lettres et des actrices. Ils étaient, ceux-là, prodigues comme des rois, pleins d'ambitions idéales et de délires fantastiques. C'était une existence au-dessus des autres, entre ciel et terre, dans les orages, quelque chose de sublime. Quant au reste du monde, il était perdu, sans place précise et comme n'existant pas. Plus les choses d'ailleurs étaient voisines, plus sa pensée s'en détournait. Tout ce qui l'entourait immédiatement, campagne ennuyeuse, petit bourgeois imbécile, médiocrité de l'existence, lui semblait une exception dans le monde, un hasard particulier où elle se trouvait prise, tandis qu'au-delà s'étendait à perte de vue l'immense pays des félicités et des passions. Elle confondait dans son désir les sensualités du luxe avec les joies du cœur, l'élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment. Ne fallait-il pas à l'amour, comme aux plantes indiennes, des terrains préparés, une température particulière? Les soupirs au clair de lune, les longues étreintes, les larmes qui coulent sur les mains qu'on abandonne, toutes les fièvres de la chair et les langueurs de la tendresse ne se séparaient donc pas du balcon des grands châteaux qui sont pleins de loisirs, d'un boudoir à store de soie avec un tapis bien épais, des jardinières remplies, un lit monté sur une estrade, ni du scintillement des pierres précieuses et des aiguillettes de la livrée. Le garçon de la poste, qui chaque matin venait panser la jument, traversait le corridor avec ses gros sabots. Sa blouse avait des trous, ses pieds étaient nus dans ses chaussons. C'était là le groom en culotte courte dont il fallait se contenter. Quand son ouvrage était fini, il ne revenait plus de la journée, car Charles, en rentrant, mettait lui-même son cheval à l'écurie, retirait la selle et passait le licou, pendant que la bonne apportait une botte de paille et la jetait comme elle le pouvait dans la mangeoire. Pour remplacer Nastasie, qui enfin partit de toast en versant des ruisseaux de larmes, Emma prit à son service une jeune fille de 14 ans, orpheline et de physionomie douce. Elle lui interdit les bonnets de coton, lui apprit qu'il fallait vous parler à la troisième personne, apporter un verre d'eau dans une assiette, frapper aux portes avant d'entrer, et à repasser, à empeser, à l'habiller, voulut en faire sa femme de chambre. La nouvelle bonne obéissait sans murmure pour n'être point renvoyée. Et comme madame d'habitude laissait la clé au buffet, Félicité, chaque soir, prenait une petite provision de sucre qu'elle mangeait toute seule dans son lit après avoir fait sa prière. L'après-midi, quelquefois, elle allait causer en face avec les postillons. Madame se tenait en haut, dans son appartement. Elle portait une robe de chambre toute ouverte, qui laissait voir entre les revers à châle du corsage une chemisette plissée avec 3 boutons d'or. Sa ceinture était une cordelière à gros glands, et ses petites pantoufles de couleur grenat avaient une touffe de ruban large qui s'étalait sur le cou du pied. Elle s'était acheté un buvard, une papeterie, un porte-plume et des enveloppes, quoiqu'elle n'eût personne à qui écrire. Elle époussetait son étagère, se regardait dans la glace, prenait un livre, puis, rêvant entre les lignes, le laissait tomber sur ses genoux. Elle avait envie de faire des voyages ou de retourner vivre à son couvent. Elle souhaitait à la fois mourir et habiter Paris. Charles, à la neige, à la pluie, chevauchait par les chemins de traverse. Il mangeait des omelettes sur la table des fermes, entrait son bras dans des lits humides, recevait au visage le jet tiède des saignées, écoutait des râles, examinait des cuvettes, retroussait bien du linge sale, mais il trouvait tous les soirs un feu flambant, la table servie, des meubles souples et une femme en toilette fine, charmante et sentant frais, à ne savoir même d'où venait cette odeur, ou si ce n'était pas sa peau qui parfumait sa chemise. Elle le charmait par quantité de délicatesse. C'était tantôt une manière nouvelle de façonner pour les bougies des bobèges de papier, un volant qu'elle changeait à sa robe, ou le nom extraordinaire d'un mets bien simple et que la bonne avait manqué, mais que Charles jusqu'au bout avalait avec plaisir. Elle vit à Rouen des dames qui portaient à leur montre un paquet de breloques, elle acheta des breloques. Elle voulut sur sa cheminée 2 grands vases de verre bleu et, quelque temps après, un nécessaire d'ivoire avec un dé de vermeil. Moins Charles comprenait ses élégances, plus il en subissait la séduction. Elles ajoutaient quelque chose au plaisir de ses sens et à la douceur de son foyer. C'était comme une poussière d'or qui sablait tout du long le petit sentier de sa vie. Il se portait bien, il avait bonne mine. Sa réputation était établie tout à fait. Les campagnards le chérissaient parce qu'il n'était pas fier. Il caressait les enfants, n'entrait jamais au cabaret, et d'ailleurs inspirait de la confiance par sa moralité. Il réussissait particulièrement dans les catarrhes et maladies de poitrine. Craignant beaucoup de tuer son monde, Charles en effet n'ordonnait guère que des potions calmantes, de temps à autre de l'émétique, un bain de pied ou des sangsues. Ce n'est pas que la chirurgie lui fait peur, il vous saignait les gens largement comme des chevaux, et il avait pour l'extraction des dents une poigne d'enfer. Enfin, pour se tenir au courant, il prit un abonnement à la Ruche médicale, journal nouveau dont il avait reçu le prospectus. Il en lisait un peu après son dîner,
Mais la chaleur de l'appartement jointe à la digestion faisait qu'au bout de 5 minutes, il s'endormait. Et il restait là, le menton sur les 2 mains, et les cheveux étalés comme une crinière jusqu'au pied de la lampe. Emma le regardait en haussant les épaules. Que n'avait-elle au moins pour mari un de ces hommes d'ardeur taciturne qui travaillaient la nuit dans les livres et portent enfin à 60 ans, quand vient l'âge des rhumatismes, une brochette de croix sur leur habit noir mal fait. Elle aurait voulu que ce nom de Bovary, qui était le sien, fût illustre, le voir étalé chez les libraires, répété dans les journaux, connu par toute la France. Mais Charles n'avait point d'ambition. Un médecin d'Yvetot, avec qui dernièrement il s'était trouvé en consultation, l'avait humilié quelque peu au lit même du malade, devant les parents assemblés. Quand Charles lui raconta le soir cette anecdote, Emma s'emporta bien haut contre le confrère. Charles en fut attendri. Il la baisa au front avec une larme. Mais elle était exaspérée de honte. Elle avait envie de le battre. Elle alla dans le corridor ouvrir la fenêtre et huma d'air frais pour se calmer. « Quel pauvre homme! Quel pauvre homme !» disait-elle tout bas en se mordant les lèvres. Elle se sentait d'ailleurs plus irritée de lui. Il prenait avec l'âge des allures épaisses. Il coupait au dessert le bouchon des bouteilles vides. Il se passait après manger la langue sur les dents. Il faisait, en avalant sa soupe, un gloussement à chaque gorgée, et comme il commençait d'engraisser, ses yeux déjà petits semblaient remonter vers les tempes par la bouffissure de ses pommettes. Emma, quelquefois, lui rentrait dans son gilet la bordure rouge de ses tricots, rajustait sa cravate, ou jetait à l'écart les gants d'étain qu'il se disposait à passer, et ce n'était pas, comme il croyait, pour lui, c'était pour elle-même, par expansion d'égoïsme, agacement nerveux. Quelquefois aussi, elle lui parlait des choses qu'elle avait lues, comme d'un passage de roman, d'une pièce nouvelle ou de l'anecdote du grand monde que l'on racontait dans le feuilleton. Car enfin, Charles était quelqu'un. Une oreille toujours ouverte, une approbation toujours prête. Elle faisait bien des confidences à sa levrette. Elle en eût fait aux bûches de la cheminée et au balancier de la pendule. Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Comme les matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés, cherchant au loin quelques voiles blanches dans les brumes de l'horizon. Elle ne savait pas quel serait ce hasard. Le vent qui le pousserait jusqu'à elle, vers quel rivage il l'amènerait, s'il était chaloupe ou vaisseau à 3 ponts, chargé d'angoisse ou plein de félicité jusqu'au sabord. Mais chaque matin, à son réveil, elle l'espérait pour la journée. Et elle écoutait tous les bruits, se levait en sursaut, s'étonnait qu'il ne vînt pas, puis au coucher du soleil, toujours plus triste, désirait être au lendemain. Le printemps reparut. Elle eut des étouffements aux premières chaleurs, quand les poiriers fleurirent. Dès le commencement de juillet, elle compta sur ses doigts combien de semaines lui restaient pour arriver au mois d'octobre, pensant que le marquis d'Andervilliers, peut-être, donnerait encore un bal à Vaubyessard. Mais tout septembre s'écoula sans lettre ni visite. Après l'ennui de cette déception, son cœur de nouveau resta vide. Et alors la série des mêmes journées recommença. Elles allaient donc maintenant se suivre ainsi à la file, toujours pareilles, innombrables et n'apportant rien. Les autres existences, si plates qu'elles fussent, avaient du moins la chance d'un événement. Une aventure amenait parfois des péripéties à l'infini, et le décor changeait. Mais pour elle, rien n'arrivait. Dieu l'avait voulu. L'avenir était un corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée. Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer? Qui l'entendrait? Puisqu'elle ne pourra jamais, en robe de velours à manches courtes sur un piano d'Érard, dans un concert battant de ses doigts légers les touches d'ivoire, sentir comme une brise circuler autour d'elle, un murmure d'extase. Ce n'était pas la peine de s'ennuyer à étudier. Elle laissa dans l'armoire ses cartons à dessin et la tapisserie. À quoi bon? À quoi bon? La couture l'irritait. J'ai tout lu, se disait-elle, et elle restait à faire rougir les pincettes, ou regardant la pluie tomber. Comme elle était triste le dimanche quand on sonnait les vêpres. Elle écoutait, dans un hébétement attentif, tinter un à un les coups fêlés de la cloche. Quelques chats sur les toits, marchant lentement, bombaient son dos aux rayons pâles du soleil. Le vent sur la grande route soufflait des traînées de poussière. Au loin, parfois, un chien hurlait, et la cloche, à temps égaux, continuait sa sonnerie monotone qui se perdait dans la campagne. Cependant, on sortait de l'église. Les femmes en sabots cirés, les paysans en blouse neuve, les petits-enfants qui sautillaient nu-tête devant eux, tout rentrait chez soi. Et jusqu'à la nuit, 5 ou 6 hommes, toujours les mêmes, restaient à jouer au bouchon devant la grande porte de l'auberge. L'hiver fut froid. Les carreaux, chaque matin, étaient chargés de givre, et la lumière, blanchâtre à travers eux, comme par des verres dépolis, quelquefois ne variait pas de la journée. Dès 4 heures du soir, il fallut allumer la lampe. Les jours qu'il faisait beau, elle descendait dans le jardin.
La rosée avait laissé sur les choux des guipures d'argent, avec de longs fils clairs qui s'étendaient de l'un à l'autre. On n'entendait pas d'oiseaux. Tout semblait dormir. L'espalier couvert de paille et la vigne comme un grand serpent malade sous le chaperon du mur, où l'on voyait en s'approchant se traîner des cloportes à pattes nombreuses. Dans les sapinettes, près de la haie, le curé en tricorne qui lisait son bréviaire avait perdu le pied droit, et même le plâtre, s'écaillant à la gelée, avait fait des guaies blanches sur sa figure. Puis elle remontait, fermait la porte, étalait les charbons, et défaillant à la chaleur du foyer, sentait l'ennui plus lourd qui retombait sur elle. Elle serait bien descendue causer avec la bonne, mais une pudeur la retenait. Tous les jours, à la même heure, le maître d'école, en bonnet de soie noire, ouvrait les auvents de sa maison, et le garde champêtre passait, portant son sabre sur sa blouse. Soir et matin, les chevaux de la poste, 3 par 3, traversaient la rue pour aller boire à la mare. De temps à autre, la porte d'un cabaret faisait tinter sa sonnette. Et, quand il y avait du vent, l'on entendait grincer sur leurs 2 tringles les petites cuvettes en cuivre d'un perruquier qui servait d'enseigne à sa boutique. Elle avait pour décoration une vieille gravure de mode collée contre un carreau et un buste de femme en cire dont les cheveux étaient jaunes. Lui aussi, le perruquier, il se lamentait de sa vocation arrêtée, de son avenir perdu, et rêvant quelques boutiques dans une grande ville, comme à Rouen par exemple, sur le port près du théâtre, il restait toute la journée à se promener en long, depuis la mairie jusqu'à l'église, sombre et attendant la clientèle. Lorsque Madame Bovary levait les yeux, elle le voyait toujours là, comme une sentinelle en faction avec son bonnet grec sur l'oreille et sa veste de lasting. Dans l'après-midi, quelquefois, une tête d'homme apparaissait derrière les vitres de la salle, tête hâlée à favoris noirs et qui souriait lentement d'un large sourire doux à dents blanches. Une valse aussitôt commençait, et sur l'orgue, dans un petit salon, des danseurs hauts comme le doigt, femmes en turban rose, tyroliens en jaquette, singes en habits noirs, messieurs en culottes courtes, tournaient entre les fauteuils, les canapés, les consoles, se répétant dans les morceaux de miroir que raccordait à leurs angles un filet de papier doré. L'homme faisait aller sa manivelle, regardant à droite, à gauche et vers les fenêtres. De temps à autre, tout en lançant contre la borne un long jet de salive brune, il soulevait du genou son instrument, dont la bretelle dure lui fatiguait l'épaule. Et, tantôt dolente et traînarde ou joyeuse et précipitée, la musique de la boîte s'échappait en bourdonnant à travers un rideau de taffetas rose, sous une grille de cuivre en arabesque. C'étaient des airs que l'on jouait ailleurs sur les théâtres, que l'on chantait dans les salons, que l'on dansait le soir sous des lustres éclairés, échos du monde qui arrivait jusqu'à Emma. Des sarabandes à n'en plus finir se déroulaient dans sa tête, et, comme une bayadère sur les fleurs d'un tapis, sa pensée bondissait avec les notes, se balançait de rêve en rêve, de tristesse en tristesse. Quand l'homme avait reçu l'aumône dans sa casquette, il rabattait une vieille couverture de laine bleue, passait son orgue sur son dos et s'éloignait d'un pas lourd. Elle le regardait partir. Mais c'était surtout aux heures des repas qu'elle n'en pouvait plus dans cette petite salle au rez-de-chaussée avec le poêle qui fumait, la porte qui criait, les murs qui suintaient, les pavés humides. Toute l'amertume de l'existence lui semblait servie sur son assiette. Et, à la fumée du bouilli, il montait du fond de son âme comme d'autres bouffées d'affadissement. Charles était long à manger. Elle grignotait quelques noisettes, ou bien, appuyée du coude, s'amusait avec la pointe de son couteau à faire des raies sur la toile cirée. Elle laissait maintenant tout aller dans son ménage, et Madame Bovary mère, lorsqu'elle vint passer à Tostes une partie du carême, s'étonna fort de ce changement. Elle, en effet, si soigneuse autrefois et délicate, elle restait à présent des journées entières sans s'habiller, portait des bas de coton gris, s'éclairait à la chandelle. Elle répétait qu'il fallait économiser puisqu'il n'était pas riche, ajoutant qu'elle était contente, très heureuse que Tostes lui plaisait beaucoup, et autres discours nouveaux qui fermaient la bouche à la belle-mère. Du reste, Emma ne semblait plus disposée à suivre ses conseils. Une fois même, Madame Bovary s'étant avisée de prétendre que les maîtres devaient surveiller la religion de leurs domestiques, elle lui avait répondu d'un œil si colère et avec un sourire tellement froid que la bonne femme ne s'y frotta plus. Emma devenait difficile, capricieuse. Elle se commandait des plats pour elle, n'y touchait plus. Un jour ne buvait que du lait pur, et le lendemain des tasses de thé à la douzaine. Souvent, elle s'obstinait à ne pas sortir, puis elle suffoquait, ouvrait les fenêtres, s'habillait en robe légère. Lorsqu'elle avait bien rudoyé sa servante, elle lui faisait des cadeaux, ou l'envoyait se promener chez les voisines, de même qu'elle jetait parfois aux pauvres toutes les pièces blanches de sa bourse, quoiqu'elle ne fût guère tendre cependant, ni facilement accessible à l'émotion d'autrui, comme la plupart des gens issus de campagnards, qui gardent toujours à l'âme quelque chose de la callosité des mains paternelles. Vers la fin de février, le père Rouault, en souvenir de sa guérison, apporta lui-même à son gendre une dinde superbe, et il resta 3 jours à Tostes. Charles étant assez malade, Emma lui tint compagnie. Il fuma dans la chambre, cracha sur les chenets, causa culture, veaux, vaches, volailles et conseil municipal, si bien qu'elle referma la porte quand il fut parti avec un sentiment de satisfaction qui la surprit elle-même.
D'ailleurs, elle ne cachait plus son mépris pour rien, ni pour personne, et elle se mettait quelquefois à exprimer des opinions singulières, blâmant ce que l'on approuvait et approuvant des choses perverses ou immorales, ce qui faisait ouvrir de grands yeux à son mari. Est-ce que cette misère durerait toujours ? Est-ce qu'elle n'en sortirait pas ? Elle valait bien cependant toutes celles qui vivaient heureuses. Elle avait vu des duchesses à la Vaubyessard qui avaient la taille plus lourde et les façons plus communes, et elle exécrait l'injustice de Dieu. Elle s'appuyait la tête au mur pour pleurer. Elle enviait les existences tumultueuses, les nuits masquées, les insolents plaisirs avec tous les éperduements qu'elle ne connaissait pas et qu'il devait donner. Elle pâlissait et avait des battements de cœur. Charles lui administra de la valériane et des bains de camphre. Tout ce que l'on essayait semblait l'irriter davantage. En de certains jours, elle bavardait avec une abondance fébrile. À ces exaltations succédaient tout à coup des torpeurs, où elle restait sans bouger, sans parler. Ce qui la ranimait alors, c'était de se répandre sur les bras un flacon d'eau de Cologne. Comme elle se plaignait de toast continuellement, Charles imagina que la cause de sa maladie était sans doute dans quelques influences locales, et s'arrêtant à cette idée, il songea sérieusement à aller s'établir ailleurs. Dès lors, elle but du vinaigre pour se faire maigrir, contracta une petite toux sèche et perdit complètement l'appétit. Il en coûtait à Charles d'abandonner Tostes après 4 ans de séjour et au moment où il commençait à s'y poser. S'il le fallait, cependant, il la conduisit à Rouen voir son ancien maître. C'était une maladie nerveuse. On devait la changer d'air. Après s'être tourné de côté et d'autre, Charles apprit qu'il y avait dans l'arrondissement de Neuchâtel un fort bourg nommé Yonville-l'Abbaye, dont le médecin, qui était un réfugié polonais, venait de décamper la semaine précédente. Alors il écrivit au pharmacien de l'endroit pour savoir quel était le chiffre de la population, la distance où se trouvait le confrère le plus voisin, combien par année gagnait son prédécesseur, etc. Et les réponses ayant été satisfaisantes, il se résolut à déménager vers le printemps si la santé d'Emma ne s'améliorait pas. Un jour, qu'en prévision de son départ, elle faisait des rangements dans un tiroir, elle se piqua les doigts à quelque chose. C'était un fil de fer de son bouquet de mariage. Les boutons d'oranger étaient jaunes de poussière et le ruban de satin à liseré d'argent s'effilochait par le bord. Elle le jeta dans le feu. Il s'enflamma plus vite qu'une paille sèche. Puis ce fut comme un buisson rouge sur les cendres et qui se rongeait lentement. Elle le regarda brûler. Les petites baies de carton éclataient. Les fils d'arcale se tordaient. Le galon se fondait. Et les corolles de papier, racornies, se balançant le long de la plaque comme des papillons noirs, enfin s'envolèrent par la cheminée. Quand on partit de Tostes, au mois de mars, Madame Bovary était enceinte. Waouh! Alors, du coup, c'est la fin de la première partie. Waouh! C'est... Oh, je me souvenais pas que c'était aussi intense. Genre... Tout ce qu'elle ressent, c'est tellement bien rendu. Il y avait une Ilu, du coup, ici. Et une autre petite, il me semble, ouais, toute mignonne. On la voit pleurer ici. Ah, sa détresse est tellement forte. C'est dur de pas bader en vrai. Hein. Purée, c'est... Je comprends tellement son idée de ressenti... Enfin, tu sais, tout son ressenti de vide et son envie de vivre. Et... Oh la vache! Toute son amertume qui devient de la méchanceté, du coup. C'est... Alors, voyons, attends, parce qu'il était très long ce chapitre, mais j'ai quand même bien envie de lire un second quand même. Un seul chapitre, c'est court. Allez, on se lit le premier chapitre de la deuxième partie. Du coup, ça repart sur 1 à nouveau. On va la voir s'installer, du coup. Peut-être que ça ira mieux à Neuchâtel. Yonville-l'Abbaye, ainsi nommée à cause d'une ancienne abbaye de Capucins dont les ruines n'existent même plus, est un bourg à 8 lieues de Rouen, entre la route d'Abbéville et celle de Beauvais, au fond d'une vallée qu'arrose la Rieule, petite rivière qui se jette dans l'Andelle, après avoir fait tourner 3 moulins vers son embouchure, et où il y a quelques truites que les garçons le dimanche s'amusent à pêcher à la ligne. On quitte la grande route à la Boissière, et l'on continue à plat jusqu'au haut de la côte des Leux, d'où l'on découvre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme 2 régions de physionomie distinctes. Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière au pâturage du pays de Bray. Tandis que, du côté de l'est, la plaine, montant doucement, va s'élargissant et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. L'eau qui court au bord de l'herbe sépare d'une raie blanche la couleur des prés et celle des sillons, et la campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié qui a un collet de velours vert bordé d'un galon d'argent. Au bout de l'horizon, lorsqu'on arrive, on a devant soi les chênes de la forêt d'Argeuil, avec les escarpements de la côte Saint-Jean, rayés du haut en bas par de longues traînées rouges inégales. Ce sont les traces des pluies.
Et ces tons de briques, tranchant en filets minces sur la couleur grise de la montagne, viennent de la quantité de sources ferrugineuses qui coulent au-delà dans le pays d'alentour. On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'Île-de-France, contrée bâtarde où le langage est sans accentuation, comme le paysage sans caractère. C'est là que l'on fait les pires fromages de Neuchâtel, de tout l'arrondissement. Et d'autre part, la culture y est coûteuse, parce qu'il faut beaucoup de fumier pour engraisser ces terres friables pleines de sable et de cailloux. Jusqu'en 1835, il n'y avait point de route praticable pour arriver à Yonville. Mais on a établi vers cette époque un chemin de grande vicinalité qui relie la route d'Abbéville et celle d'Amiens et sert quelquefois aux rouliers allant de Rouen dans les Flandres. Cependant, Yonville-l'Abbaye est demeurée stationnaire, malgré ses débouchés nouveaux. Au lieu d'améliorer les cultures, on s'y obstine encore aux herbages, quelque dépréciés qu'ils soient, et le bourg paresseux, s'écartant de la plaine, a continué naturellement à s'agrandir vers la rivière. On l'aperçoit de loin, tout couché en long sur la rive, comme un gardeur de vaches qui fait la sieste au bord de l'eau. Au bas de la côte, après le pont, commence une chaussée plantée de jeunes trembles, qui vous mène en droite ligne jusqu'aux premières maisons du pays. Elles sont encloses de haies, au milieu de cours pleines de bâtiments épars. Pressoirs, charretteries et bouilleries, disséminées sous les arbres touffus, portant des échelles, des gaules ou des faux accrochés dans leurs branchages. Les toits de chaume, comme des bonnets de fourrure rabattus sur des yeux, descendent jusqu'au tiers à peu près des fenêtres basses, dont les gros verres bombés sont garnis d'un nœud dans le milieu, à la façon des culs de bouteille. Sur le mur de plâtre que traversent en diagonale des lambours de noir, s'accrochent parfois quelques maigres poiriers, et les rez-de-chaussée ont à leur porte une petite barrière tournante pour les défendre des poussins qui viennent picorer sur le seuil des miettes de pain bis trempées de cidre. Cependant, les cours se font plus étroites. Les habitations se rapprochent, les haies disparaissent. Un fagot de fougère se balance sous une fenêtre au bout d'un manche à balai. Il y a la forge d'un maréchal, et ensuite un charron avec 2 ou 3 charrettes neuves, en dehors qui empiètent sur la route. Puis, à travers une claire-voie, apparaît une maison blanche au-delà d'un rond de gazon que décore un amour, le doigt posé sur la bouche. 2 vases en fonte sont à chaque bout du perron. Des panonceaux brillent à la porte. C'est la maison du notaire, et la plus belle du pays. L'église est de l'autre côté de la rue, 20 pas plus loin, à l'entrée de la place. Le petit cimetière qui l'entoure, clos d'un mur à hauteur d'appui, est si bien rempli de tombeaux que les vieilles pierres à ras du sol font un dallage continu, où l'herbe a dessiné de soi-même des carrés verts réguliers. L'église a été rebâtie à neuf dans les dernières années du règne de Charles X. La voûte en bois commence à se pourrir par le haut, et de place en place a des enfonçures noires dans sa couleur bleue. Au-dessus de la porte où seraient les orgues, se tient un jubé pour les hommes, avec un escalier tournant qui retentit sous les sabots. Le grand jour, arrivant par les vitraux tout unis, éclaire obliquement les bancs rangés en travers de la muraille, que tapissent çà et là quelques paillassons cloués, ayant au-dessous de lui ces mots en grosses lettres « Banc de monsieur Untel ». Plus loin, à l'endroit où le vaisseau se rétrécit, le confessionnal fait pendant à une statuette de la Vierge vêtue d'une robe de satin, coiffée d'un voile de tulle semé d'étoiles d'argent, et tout empourprée aux pommettes comme une idole des îles Sandwich. Enfin, une copie de la Sainte Famille en voie du ministre de l'Intérieur, dominant le maître-autel entre 4 chandeliers, termine au fond la perspective. Les stalles du chœur, en bois de pin, sont restées sans être peintes. Les halles, c'est-à-dire un toit de tuiles supporté par une vingtaine de poteaux, occupent à elles seules la moitié environ de la grande place d'Yonville. La mairie, construite sur les dessins d'un architecte de Paris, est une manière de temple grec qui fait l'angle à côté de la maison du pharmacien. Elle a au rez-de-chaussée 3 colonnes ioniques et au premier étage une galerie à plein cintre, tandis que le tympan qui la termine est rempli par un coq gaulois appuyé d'une patte sur la charte et tenant de l'autre les balances de la justice. Mais ce qui attire le plus les yeux, c'est, en face de l'auberge du Lion d'Or, la pharmacie de M. Homais. Le soir, principalement, quand son quinquet est allumé et que les bocaux rouges et verts qui embellissent sa devanture allongent au loin, sur le sol, leurs 2 clartés de couleur, alors, à travers elle, comme dans les feux du Bengale, s'entrevoit l'ombre du pharmacien, accoudé sur son pupitre. Sa maison, du haut en bas, est placardée d'inscriptions écrites en anglaise, en ronde, en moulée. Eau de Vichy, 2 Celtes et 2 Barèges, robe d'épuratif, médecine Raspail, racaout des Arabes, pastilles d'Arcet, pâte Regnault, bandage, bain, chocolat de santé, etc. Et l'enseigne qui tient toute la largeur de la boutique porte en lettres d'or « Homais, pharmacien ». Puis, au fond de la boutique, derrière les grandes balances scellées sur le comptoir, le mot laboratoire se déroule au-dessus d'une porte vitrée qui, à moitié de sa hauteur, répète encore une fois « Homais en lettres d'or sur un fond noir ». Il n'y a plus ensuite rien à voir dans Yonville. La rue, la seule, longue d'une portée de fusil et bordée de quelques boutiques, s'arrête court au tournant de la route. Si on la laisse sur la droite et que l'on suive le bal sur la côte Saint-Jean, bientôt on arrive au cimetière.
Lors du choléra, pour l'agrandir, on a abattu un pan de mur et acheté 3 acres de terre à côté. Mais toute cette portion nouvelle est presque inhabitée. Les tombes, comme autrefois, continuent à s'entasser vers la porte. Le gardien, qui est en même temps fossoyeur et bedeau à l'église, tirant ainsi des cadavres de la paroisse un double bénéfice, a profité du terrain vide pour y semer des pommes de terre. D'année en année, cependant, son petit champ se rétrécit, et lorsqu'il survient une épidémie, il ne sait pas s'il doit se réjouir des décès ou s'affliger des sépultures. « Vous vous nourrissez des morts, les Stiboudois !» lui dit enfin un jour monsieur le curé. Cette parole sombre le fit réfléchir. Elle l'arrêta pour quelque temps. Mais aujourd'hui encore, il continue la culture de ces tubercules, et même soutient avec aplomb qu'ils poussent naturellement. Depuis les événements que l'on va raconter, rien, en effet, n'a changé à Yonville. Le drapeau tricolore de fer blanc tourne toujours en haut du clocher de l'église. La boutique du marchand des nouveautés agite encore au vent ses 2 banderoles d'indiennes. Les fœtus du pharmacien, comme des paquets d'amadou blanc, se pourrissent de plus en plus dans leur alcool bourbeux, et au-dessus de la grande porte de l'auberge, le vieux lion d'or déteint par les pluies montre toujours aux passants sa frisure de caniche. Le soir que les époux Bovary devaient arriver à Yonville, Madame Veuve Lefrançois, la maîtresse de cette auberge, était si fort affairée qu'elle suait à grosses gouttes en remuant ses casseroles. C'était le lendemain, jour de marché dans le bourg. Il fallait d'avance tailler les viandes, vider les poulets, faire de la soupe et du café. Elle avait de plus le repas de ses pensionnaires, celui du médecin, de sa femme et de leur bonne. Le billard retentissait d'éclats de rire. 3 meuniers dans la petite salle appelaient pour qu'on leur apportât de l'eau-de-vie. Le bois flambait, la braise craquait. Et sur la longue table de la cuisine, parmi les quartiers de moutons crus, s'élevaient des piles d'assiettes qui tremblaient aux secousses du billot où l'on hachait les épinards. On entendait dans la basse-cour crier les volailles que la servante poursuivait pour leur couper le cou. Un homme en pantoufles de peau verte, quelque peu marqué de petites véroles et coiffé d'un bonnet de velours à glands d'or, se chauffait le dos contre la cheminée. Sa figure n'exprimait rien que la satisfaction de soi-même, et il avait l'air aussi calme dans la vie que le chardonneret suspendu au-dessus de sa tête dans une cage d'osier. C'était le pharmacien. « Artémise !» criait la maîtresse d'auberge. « Casse de la bourrée et emplis les carafes, apporte de l'eau de vie, dépêche-toi ! Oh, au moins si je savais quel dessert offrir à la société que vous attendez. Bonté divine. Les commis du déménagement recommencent leur tintamarre dans le billard. Et leur charrette qui est restée sous la grande porte. Oh, l'hirondelle est capable de la défoncer en arrivant. Appelle Polyte pour qu'il la remise. Ah, dire que depuis le matin, monsieur Homais, ils ont peut-être fait 15 parties et bu 8 pots de cidre. Mais ils vont me déchirer le tapis, hein, continuait-elle en le regardant de loin, son écumoire à la main. Le mal ne serait pas grand, répondit monsieur Homais. Vous en achèteriez un autre. Un autre billard exclama la veuve. Oh, puisque celui-là ne tient plus, madame Lefrançois. Je vous le répète, vous vous faites tort, vous vous faites grand tort. Et puis les amateurs à présent veulent des blouses étroites et des queues lourdes. On ne joue plus à la bille, tout est changé. Il faut marcher avec son siècle. Regardez Tellier plutôt. L'hôtesse devint rouge de dépit. Le pharmacien ajouta. Son billard, vous avez beau dire, est plus mignon que le vôtre. Et qu'on ait l'idée, par exemple, de monter une poule patriotique pour la Pologne ou les inondés de Lyon. Ce ne sont pas des gueux comme lui qui nous font peur, interrompit l'hôtesse en haussant ses grosses épaules. Allez, allez, monsieur Homais. Tant que le lion d'or vivra, on y viendra. Nous avons du foin dans nos bottes, nous autres. Au lieu qu'un de ces matins, vous verrez le café français fermé avec une belle affiche sur les auvents. Changez mon billard, continuait-elle en se parlant à elle-même. Lui qui m'est si commode pour ranger ma lessive, et sur lequel, dans le temps de la chasse, j'ai mis coucher jusqu'à 6 voyageurs. Mais ce lambin d'hiver qui n'arrive pas. L'attendez-vous pour le dîner de vos messieurs demanda le pharmacien. L'attendre? Et monsieur Binet, donc? À 6 heures battant, vous allez le voir entrer, car son pareil n'existe pas sur la terre pour l'exactitude. Il lui faut toujours sa place dans la petite salle. On le tuerait plutôt que de le faire dîner ailleurs. Et dégoûté qu'il est, et si difficile pour le cidre. C'est pas comme monsieur Léon. Lui, il arrive quelquefois à 7 heures, 7h30 même. Il ne regarde seulement pas ce qu'il mange. Quel bon jeune homme, jamais un mot plus haut que l'autre. C'est qu'il y a bien de la différence, voyez-vous, entre quelqu'un qui a reçu de l'éducation et un ancien carabinier qui est percepteur. 6 heures sonnèrent, Binet entra. Il était vêtu d'une redingote bleue, tombant droit d'elle-même tout autour de son corps maigre, et sa casquette de cuir, à pattes nouées par des cordons sur le sommet de sa tête, laissait voir sous la visière relevée un front chauve qu'avait déprimé l'habitude du casque. Il portait un gilet de drap noir, un col de crin, un pantalon gris, et en toute saison des bottes bien cirées qui avaient 2 renflements parallèles à cause de la saillie de ses orteils. Pas un poil ne dépassait la ligne de son collier blond, qui, contournant la mâchoire, encadrait comme la bordure d'une plate blande sa longue figure terne, dont les yeux étaient petits et le nez busqué.
Fort à tous les jeux de cartes, bon chasseur et possédant une belle écriture, il avait chez lui un tour où il s'amusait à tourner des ronds de serviettes dont il encombrait sa maison, avec la jalousie d'un artiste et l'égoïsme d'un bourgeois. Il se dirigea vers la petite salle, mais il fallut d'abord en faire sortir les 3 meuniers. Et pendant tout le temps que l'on fut à mettre son couvert, Binet resta silencieux à sa place auprès du poêle. Puis il ferma la porte et retira sa casquette comme d'usage. « Ce ne sont pas les civilités qui lui useront la langue, » dit le pharmacien dès qu'il fut seul avec l'hôtesse. « Jamais il ne cause davantage, » répondit-elle. « Il est venu ici la semaine dernière, 2 voyageurs en drap, des garçons pleins d'esprit qui contaient le soir un tas de farces que j'en pleurais de rire. Eh ben, il restait là comme une alose sans dire un mot. »« Oui, » fit le pharmacien, « pas d'imagination, pas de saillie, rien de ce qui constitue l'homme de société. »« On dit pourtant qu'il a des moyens, » objecta l'hôtesse. « Des moyens ?» répliqua M. Homais. « Lui, des moyens ?» Dans sa partie, c'est possible, ajouta-t-il d'un ton plus calme. Et il reprit. « Ah, qu'un négociant qui a des relations considérables, qu'un jurisconsulte, qu'un médecin, un pharmacien soient tellement absorbés qu'ils en deviennent fantasques et bourrus même. Je le comprends, on en cite des traits dans les histoires. Mais au moins, c'est qu'ils pensent à quelque chose. Moi, par exemple. Combien de fois m'est-il arrivé de chercher ma plume sur mon bureau pour écrire une étiquette et de trouver en définitive que je l'avais placée à mon oreille. Cependant, Madame Lefrançois alla sur le seuil regarder si l'hirondelle n'arrivait pas. Elle tressaillit. Un homme vêtu de noir entra tout à coup dans la cuisine. On distinguait aux dernières lueurs du crépuscule qu'il avait la figure rubiconde et le corps athlétique. « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur le curé » demanda la maîtresse d'auberge, tout en atteignant sur la cheminée un des flambeaux de cuivre qui s'y trouvaient rangés en colonnade avec leurs chandelles. « Voulez-vous prendre quelque chose ? Un doigt de cassis, un verre de vin ?» L'ecclésiastique refusa fort civilement. Il venait chercher son parapluie qu'il avait oublié l'autre jour au couvent d'Ernemont. Et après avoir prié Madame Lefrançois de le lui faire remettre au presbytère dans la soirée, il sortit pour se rendre à l'église où l'on sonnait l'angélus. Quand le pharmacien n'entendit plus sur la place le bruit de ses souliers, il trouva fort inconvenante sa conduite de tout à l'heure. Ce refus d'accepter un rafraîchissement lui semblait une hypocrisie des plus odieuses. Les prêtres gaudaillaient tous sans qu'on les vît et cherchaient à ramener le temps de la dîme. L'hôtesse prit la défense de son curé. « D'ailleurs, il en plierait 4 comme vous sur son genou. Il a l'année dernière aidé nos gens à rentrer la paille. Il en portait jusqu'à 6 bottes à la fois tant il est fort. »« Bravo !» dit le pharmacien. « Envoyez donc vos filles à la confesse à des gaillards d'un tempérament pareil. Moi, si j'étais le gouvernement, je voudrais qu'on saignât les prêtres une fois par mois. Oui, Madame Lefrançois, tous les mois, une large phlébotomie dans l'intérêt de la police et des mœurs. »« Taisez-vous donc, monsieur Homais, vous êtes un impie, vous n'avez pas de religion. » Le pharmacien répondit. « J'ai une religion. Ma religion. Et même, j'en ai plus que tous avec leurs momeries et leurs jongleries. J'adore Dieu, au contraire. Je crois en l'être suprême, à un créateur, quel qu'il soit, peu m'importe, qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos devoirs de citoyens et de pères de famille. Mais je n'ai pas besoin d'aller dans une église, baiser des plats d'argent et engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous. Car on peut l'honorer aussi bien dans un bois, dans un champ, ou même en contemplant la voûte éthérée comme les anciens. Mon Dieu à moi, c'est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de Béranger. Je suis pour la profession de foi du vicaire savoyard et les immortels principes de 89. Aussi, je n'admets pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre, la canne à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de 3 jours. Chose absurde en elle-même et complètement opposée d'ailleurs à toutes les lois de la physique. Ce qui nous démontre, en passant, que les prêtres ont toujours croupi dans une ignorance turpide, où ils s'efforcent d'engloutir avec eux les populations. Il se tut, cherchant des yeux un public autour de lui. Car dans son effervescence, le pharmacien à un moment s'était cru en plein conseil municipal. Mais la maîtresse d'auberge ne l'écoutait plus. Elle tendait son oreille à un roulement éloigné. On distingua le bruit d'une voiture mêlé à un claquement de fer lâche qui battait la terre, et l'hirondelle enfin s'arrêta devant la porte. C'était un coffre jaune porté par 2 grandes roues qui, montant jusqu'à la hauteur de la bâche, empêchaient les voyageurs de voir la route et leur salissaient les épaules. Les petits carreaux de ces vasistas étroits tremblaient dans leur châssis quand la voiture était fermée et gardaient des taches de boue çà et là parmi leurs vieilles couches de poussière que les pluies d'orage même ne lavaient pas tout à fait. Elle était attelée de 3 chevaux, dont le premier en arbalète, et lorsqu'on descendait les côtes, elle touchait du fond en cahotant. Quelques bourgeois d'Yonville arrivèrent sur la place. Ils parlaient tous à la fois, demandant des nouvelles, des explications et des bourriches. Yvert ne savait auxquelles répondre. C'était lui qui faisait à la ville les commissions du pays. Il allait dans les boutiques, rapportait des rouleaux de cuir au cordonnier, de la ferraille au maréchal, un baril de hareng pour sa maîtresse, des bonnets de chez la modiste, des toupets de chez le coiffeur.
Et le long de la route, en s'en revenant, il distribuait ses paquets qu'il jetait par-dessus les clôtures des cours, debout sur son siège, et criant à pleine poitrine pendant que ses chevaux allaient tout seuls. Un accident l'avait retardé. La levrette de Madame Bovary s'était enfuie à travers champs. On l'avait sifflé un grand quart d'heure. Yvette même était retournée d'une demi-lieue en arrière, croyant l'apercevoir à chaque minute. Mais il avait fallu continuer la route. Emma avait pleuré, s'était emportée. Elle avait accusé Charles de ce malheur. Monsieur Lheureux, marchand d'étoffes qui se trouvait avec elle dans la voiture, avait essayé de la consoler par quantité d'exemples de chiens perdus reconnaissant leur maître au bout de longues années. On en citait un, disait-il, qui était revenu de Constantinople à Paris. Un autre avait fait 50 lieues en ligne droite et passé 4 rivières à la nage. Et son père à lui-même avait possédé un caniche qui, après 12 ans d'absence, lui avait tout à coup sauté sur le dos un soir dans la rue comme il allait dîner en ville. Et c'est la fin du chapitre. Oh mon Dieu, je n'ai plus de voix. Alors, c'est assez intéressant et en même temps long parce que du coup, ce deuxième chapitre n'avait pas directement à voir avec Emma puisqu'on était vraiment sur une description du lieu où elle allait vivre à nouveau. Et je l'ai pas trouvé inutile pour autant. Alors après, c'est clairement le genre de truc qui m'aurait saoulé à lire avant. Je vais pas mentir. Mais là, je sais pas, le fait de voir un peu le terrain, tu vois, qui va accueillir Emma et Charles, le fait qu'elle perde sa petite chienne là juste à la fin, tu sais, c'est vraiment genre, tout le chapitre on parle pas d'elle, et vraiment il y a que les 4 dernières lignes où bim, bah, on revient un peu sur ce qui nous intéresse, et même là, elle a pas de chance. Même là, ouais, c'est la désillusion jusqu'au bout, quoi. Du coup, dans le chapitre suivant pour la semaine prochaine, eh ben, elle va descendre de la calèche et embrasser sa nouvelle vie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, du coup, on a eu un chapitre sur deux qui était... un chapitre plutôt qui était axé sur elle et un chapitre qui était plutôt descriptif, qui a posé le territoire dans lequel elle va évoluer à partir de maintenant. J'ai hâte d'avoir vos retours et vos ressentis une fois encore, je ne m'en lasse pas et j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas, croyez-moi, c'était le cas. Je me sens toute... j'ai encore le même sentiment que la dernière fois. Je me sens toute pas émue, mais un peu tourneboulée quand même en pensant à Emma et en voyant comment elle est. Genre son malheur me touche. Ça va pas excuser bien sûr ses comportements, mais j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour elle. Je vous laisse là du coup, je vous fais plein de bisous et je vais aller boire un grand verre d'eau et j'ai hâte de lire vos commentaires et je vous souhaite plein de belles lectures jusqu'à notre prochaine rencontre. Mouah, bisous tout plein.